29 novembre 2023, l'eurodéputé et militante écologiste Michèle Rivasi décédait soudainement à Bruxelles à l'âge de 70 ans. Les jours suivants, la tribune Ensemble nous gagnerons, en hommage à l'engagement et au courage de Michèle Rivasi, fut signée par plus de 150 associations, collectifs et personnalités de la société civile. Ces voix poursuivent les combats pour le vivant, la santé et la paix, chers à cette pionnière farouche de l'information scientifique indépendante. Ils, elles, sont les lanceurs d'alerte d'aujourd'hui. Bienvenue dans cette série d'entretiens Ensemble nous gagnerons, avec des lanceurs d'alerte, des personnalités et des associations en lien avec les combats politiques et citoyens de Michèle Rivasi. Avec nous aujourd'hui, François Veillerette, porte-parole de l'association Génération Future. Bonjour François. Bonjour, ça, Maxence. Alors François, je suis vraiment ravi qu'on puisse prendre ce temps ensemble en janvier 2026 pour donner ce coup de projecteur sur Génération Future. Moi, j'ai été assez marqué depuis ce début d'année par la quantité de communiqués de presse, d'alertes différentes que Génération Future a pu diffuser. Alors, est-ce que peut-être, avant de rentrer dans les points chauds de la rentrée, là, de cette actualité, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Génération Future et aussi son origine, pourquoi elle est là? Génération Future, c'est une association qui va fêter ses 30 ans cette année. On a été officiellement créé en 1996. En fait, elle est née au départ de la rencontre de moi-même et quelques autres personnes en Picardie avec un agronome qui s'appelait Georges Toutain, qui est aujourd'hui malheureusement décédé, qui était un agronome qui avait fait l'essentiel de sa carrière en Afrique, notamment en Afrique du Nord. C'est un des grands spécialistes mondiaux du palmier dattier. Donc, il avait travaillé au Maroc, en Algérie, en Éthiopie et ailleurs. Et qui, après avoir utilisé des pesticides en tant que jeune agronome dans une oasis, un spécialiste de l'agriculture oasienne, avait finalement empoisonné l'ensemble de l'oasis, et lui y compris, avec du lindane, un vieux pesticide organochloré maintenant interdit depuis longtemps. Et donc, comme ça lui a permis de prendre conscience de la dangerosité des produits pesticides. D'autant plus que dans une oasis qui est un milieu fermé, là c'est encore bien plus impactant. Et finalement de découvrir d'autres pratiques agronomiques à la fois moins dépendantes des pesticides et qui donnent plus d'autonomie aux paysans localement. Donc un type qui avait travaillé là-dessus toute sa vie, en intégrant ces pratiques agroécologiques déjà, un peu comme pionnier, hein, et qui était revenu en Picardie en fin de carrière. Il travaillait à l'INRA et était revenu en Picardie en fin de carrière. Et là, j'avais vu son nom dans les journaux localement. Je te raconte tout dans le détail, hein, parce qu'il était en même temps impliqué dans les croqueurs de pommes locaux. Picardie, c'est l'autre pays des pommes et du cidre, hein. Il n'y a pas que la Bretagne et la Normandie. Et pour la défense des variétés fruitières de terroir. Et c'était cohérent avec le reste de sa carrière où, spécialiste du palmier dattier, il avait fait tout pour conserver la biodiversité du palmier dattier, parce que ce palmier dattier, il y a différents ravageurs qui s'y attaquent, notamment les maladies, notamment le bailloud. Et donc, lui pensait que c'était la biodiversité cultivée du palmier dattier qui pouvait permettre justement de tirer des ressources génétiques pour pouvoir trouver des souches plus résistantes que d'autres à ces bioagresseurs. Alors que dans le même temps, les bailleurs privés de ces recherches essayaient de lui demander de sortir les 2, 3 variétés les plus productives. Lui, il était dans autre chose. Donc un type novateur. Et j'ai simplement été le voir un jour, j'étais sonné à sa porte. Moi, je m'intéressais, j'avais une trentaine d'années à l'environnement. Je l'ai voir, j'ai dit bonjour monsieur, je voudrais travailler avec vous parce que ce que vous faites m'intéresse. Et on a commencé comme ça à animer un groupe de personnes au fin fond de la Picardie, à côté du Pays de Bray, dans le Beauvaisis, autour des questions d'environnement et d'agriculture. Donc ça, c'est vraiment le tout début des années 90. Et puis, on s'est fondé en association en 1996 officiellement. On est devenu, après, une association régionale, puis nationale au début des années 2000, vraiment spécialisée sur la question des pesticides, à la fois sur la formation scientifique sur la dangerosité des pesticides, et puis tout ce qui est promotion des alternatives, des techniques alternatives, de l'agriculture biologique, etc. Et on a été de plus en plus actifs au niveau national au fil du temps sur ces questions. Et on a donc eu le temps de faire beaucoup de choses dans une trentaine d'années, mais on s'est fait une spécialité, disons,
l'intégration des données scientifiques dans le militantisme, parce qu'on pensait déjà au début des années 2000 que c'était le début de l'Internet aussi, essentiel d'avoir accès à la connaissance pour pouvoir faire une critique rationnelle d'un système basé sur les pesticides. Et là, on commençait à avoir accès vraiment à beaucoup de données scientifiques. Donc, on a beaucoup travaillé cet aspect-là. On a aussi beaucoup fait d'analyses de résidus dans l'alimentation, etc. Donc, on a beaucoup, dans les cheveux des gens, on a beaucoup communiqué sur cette dimension-là pour montrer la réalité de la pollution, pour faire émerger cette problématique. Je crois qu'on y est assez bien arrivé au fil des années et on a développé ce travail au niveau national et aussi au niveau européen, parce qu'on a beaucoup travaillé avec le réseau Pesticide Action Network Europe, dont j'ai été président pendant une dizaine d'années. Je travaille toujours avec eux pour pouvoir peser au niveau de la décision au niveau européen, parce que sur les pesticides, toutes les réglementations, moi, sur la réglementation européenne clé, notamment, c'est des directives, maintenant c'est des règlements, et voilà, c'est pour ça que c'est aussi important. Et on a depuis élargi nos activités à d'autres polluants chimiques, notamment les fameux perfluorés, les PFAS, parce qu'on a des similitudes de mode d'action, de dangerosité, et que voilà, c'était un petit peu limitant de se limiter aux pesticides, donc on travaille maintenant sur les polluants chimiques en général. Oui, alors juste peut-être quelques chiffres ou quelques mots par rapport à la situation, puisque à la fois il y a le nom de l'association qui est particulier, Génération Future, donc on est vraiment par rapport à comment ça nous influence, comment ça va peser comme un fardeau par rapport à ceux qui vont nous suivre, et puis aussi la manière dont des toxiques, dont des molécules létales, ou en tout cas délétères, vont imprégner les milieux, que ça soit l'air, le sol, l'eau. Et alors, quelques chiffres peut-être ou des éléments pour se représenter le cadre de la situation et de la pollution, globale? Mais alors déjà sur l'origine du nom Génération Future, c'est pas juste parce que c'est un nom joli, c'est signifiant. Au début d'ailleurs, on avait un nom absolument imprononçable, c'était le Mouvement pour les droits et le respect des générations futures, ce qui en acronyme donnait MDRGF, donc c'était terrible. Donc on a simplifié en Génération Future, et si ça nous intéressait, c'est parce que aussi, la fin des années 90, on a pris connaissance d'un certain nombre de données scientifiques sur les perturbateurs endocriniens, ces substances chimiques qui vont perturber le système hormonal, le système endocrinien, et qui, notamment un bouquin qui s'appelait Stolen Future en anglais, L'homme en voie de disparition en français, publié par des scientifiques à la fin des années 90, qui montrait cette menace sur la survie même de l'espèce humaine et d'autres espèces animales d'ailleurs, liées aux perturbateurs endocriniens qui pouvaient menacer, y compris la reproduction animale ou humaine. Donc d'où l'idée de militer pour les droits des générations futures. C'est aussi un thème qu'on peut discuter avec des juristes qui s'intéressent de plus en plus aux droits des générations futures. On ne gère pas quand on s'occupe de l'environnement que la situation actuelle, mais on s'occupe de la situation future, qu'est-ce que sera notre monde demain vis-à-vis du bouleversement climatique, vis-à-vis de l'impact de la pollution chimique généralisée, l'effet sur notre capacité à nous reproduire, etc. Donc voilà, les générations futures, c'est pour nous quelque chose de très important. Et ce qui est très important aussi, c'est de faire comprendre l'impact sanitaire de toute cette affaire-là. Par exemple, les fameux perturbateurs endocriniens, la société savante d'endocrinologie, l'Endocrine Society, nous dit que ça peut avoir tellement d'impact direct et indirect sur la société que ça peut, par exemple, coûter en frais directs et indirects jusqu'à à peu près 150 milliards par an à l'Union européenne. Donc ça donne une dimension de l'impact sociétal. On se bat pas pour des queues de cerise, je dirais, pour faire court, mais il y a les impacts sociétaux de ces pollutions par les maladies qu'elles engendrent, les pertes à gagner en impactant la capacité de travail des personnes, en impactant les capacités intellectuelles éventuellement, parce qu'on sait qu'il y a des polluants qui peuvent impacter le système nerveux, donc les capacités d'apprentissage, par exemple. Tout ça, ça a un coût pour la société, et c'est souvent intéressant de pouvoir chiffrer. Tu parlais de chiffres tout à l'heure, parce que ces coûts sont à mettre en balance avec les coûts qui sont les seuls présentés, je dirais, par malheureusement beaucoup de gouvernants et les industriels, qui sont les coûts des bénéfices engrangés par les firmes qui produisent les pesticides ou les produits chimiques. Donc, le fait de pouvoir chiffrer l'impact sociétal ou l'impact de la dépollution, si on peut arriver à la faire, ça permet de montrer que
finalement, souvent, c'est la prévention qui est la méthode la plus efficace et la moins coûteuse. Il est toujours plus facile de ne pas avoir à gérer des pollutions et leurs conséquences que d'avoir à dépenser des milliards, des centaines de milliards d'euros pour arriver à régler des problèmes qui auraient pu bien souvent être évités par le principe de substitution. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de retourner vivre dans des grottes comme trop souvent les personnes qui sont les adversaires de l'écologie veulent nous faire croire qu'on prendrait une société où voilà, il y aurait plus de confort, plus d'accès à quoi que ce soit. C'est pas ça. Souvent, ce sont des choix qui sont opérés au niveau industriel entre une solution et une autre. Et la logique voudrait qu'on substitue les solutions dangereuses par des solutions qui sont pas dangereuses ou beaucoup, beaucoup moins dangereuses. C'est justement ce qui est au cœur du débat sur les fameux PFAS. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser les PFAS qui vont polluer l'environnement pour un temps extrêmement long, avec des impacts environnementaux et sanitaires délétères, alors qu'on peut, par exemple, continuer à se protéger de la pluie avec des vêtements anti-pluie qui n'utilisent pas de PFAS? La réponse paraît assez évidente. L'industrie sait trouver des solutions pour peu que les législateurs, qu'ils soient nationaux ou européens, la force à trouver ces solutions, justement en forçant, en introduisant l'application du principe de précaution. Vous n'avez plus le droit d'utiliser ça, vous allez trouver autre chose. En général, les industriels y arrivent facilement, on trouve des solutions pour répondre aux besoins des humains, des solutions beaucoup moins polluantes. Oui et là, ce qui est assez intéressant par rapport aux chiffres, que vous avancez, hein, c'était que c'est des chiffres qui viennent pas des ONG, c'est des chiffres qui viennent de scientifiques, de personnes qui, ne sont pas dans une démarche militante, mais ils sont dans une démarche de quantifier les conséquences de phénomènes et surtout de l'accumulation des phénomènes Oui, tout à fait. C'est toujours important d'utiliser des chiffres qui sont des chiffres vérifiables et validés quelque part, parce que ces et chiffres-là, universitaires en quelque sorte, ouais. oui, oui, il y a eu des publications scientifiques là-dessus. Il y a des gens dont c'est le travail, des universitaires, pour modéliser. C'est des modèles mathématiques, hein, c'est des mathématiciens qui font ça, travaillent avec des spécialistes de santé publique et qui ont des modèles qui permettent de chiffrer de manière prévisionnelle les coûts sociétaux de telle ou telle activité. Donc c'est passionnant parce que ça permet de faire de la prospective, de se dire, voilà, on va avoir ce type de coût. Alors c'est une précision quand même quelques milliards près, mais comme vous êtes sur 150 milliards, la fourchette, elle peut être de quelques milliards, c'est pas très grave. On voit, c'est l'ordre de grandeur qui compte, et ça permet de faire des choix de société après qui intègrent non seulement la souffrance et les impacts humains, mais aussi les impacts, parce que malheureusement, les décideurs ont besoin aussi de ce genre d'arguments pour prendre des décisions qui soient bonnes, pouvoir chiffrer les impacts sociétaux, c'est essentiel, parce que quand ils sont cachés, là, c'est grave, parce que on ne voit que le côté bénéfice généré par les décisions industrielles, mais on ne voit pas les côtés dépenses. Et souvent, ce qu'on appelle aussi des externalités. Parce qu'on raisonne dans un circuit fermé, on voit juste la face brillante Oui, de l'affaire, on ne voit pas la face plus sombre qui nous sort de l'argent. Mais quand on ouais, c'est intègre ces externalités au raisonnement économique global, on s'aperçoit qu'il faut réfléchir souvent et que la solution qui paraît produire de la richesse pour la société n'est pas forcément celle qu'on croit. très bien et alors comment avez-vous fait connaissance avec Michel Rivasi en travaillant sur quel dossier ensemble? Michel Rivasi, moi j'ai travaillé avec elle à deux titres. Je l'ai côtoyée aussi chez Greenpeace parce que quand elle était à un moment donné directrice de Greenpeace France et j'ai été au conseil d'administration de Greenpeace France à ce moment-là. J'en ai même été président et donc on a travaillé ensemble avec Greenpeace France. Et puis je l'ai aussi travaillé avec elle quand elle était eurodéputée plus tard, et moi, responsable de Génération Future, ou travaillant en Génération Future, sur les dossiers touchant bien sûr aux pesticides. Alors là, c'est clair, hein, Michel Rivasi, c'était chez les eurodéputés français la personne qui travaillait le plus sur les questions de santé environnementale. Elle était toujours extrêmement intéressée sur ces questions. Donc après son passé avec la CRIRAD, etc., lui avait donné une expérience et une conviction et des connaissances aussi. Et donc sur les dossiers des pesticides au sens large, on a été plusieurs fois en contact pour discuter donc, d'amendements éventuels à faire passer pour monter au créneau. Elle le faisait mieux que quiconque pour voilà, attaquer des- des reculs potentiels hein, ou pour promouvoir un certain nombre de solutions. On l'a vu à de nombreuses reprises. Alors, malheureusement, ces dernières années, c'est souvent des reculs qu'on essaie d'éviter parce qu'il y a des mouvements de balancier comme ça
les avancées ou les reculs des questions environnementales. Au niveau européen, on a eu beaucoup d'avancées vers 2009, notamment quand le nouveau règlement a été adopté, le nouveau règlement sur les pesticides, puisque là, il y a eu plein de nouveautés qui sont arrivées, la révision régulière des autorisations de pesticides, l'introduction de critères d'exclusion automatique pour les pesticides les plus dangereux, Oui, l'introduction ceux qui pouvaient être source de cancer, par exemple, ou de là, choses les comme ça. cancers, les mutagènes, les toxiques pour la reproduction, l'introduction aussi dans ces critères d'exclusion des perturbateurs endocriniens qui a été reconnu comme une catégorie à part et c'est rentré en vigueur ça quelques années après. Et donc là, c'était une période où il y a eu des avancées vraiment, vraiment fortes. La prise en compte de la littérature scientifique universitaire publiée dans les revues scientifiques donc universitaires quand une substance était réautorisée. Donc tout ça, c'est vraiment des avancées importantes dû d'ailleurs aussi porté par d'autres eurodéputés verts à l'époque, je pense notamment à une Allemande qui s'appelait Hiltrud Breyer, qui avait permis de faire adopter un règlement extrêmement progressiste à l'époque et qui aujourd'hui est complètement attaqué par la nouvelle Commission européenne qui veut complètement le détricoter pour continuer à laisser sur le marché sans réévaluation pendant un temps indéfini, alors que justement avant c'est le principe contraire qui a été introduit. Donc là, Michel était toujours présente pour défendre ces grands principes et pour monter au créneau hein, sur toute une série de dossiers touchant les pesticides en les défendant. C'est une très bonne avocate, hein, alors à la fois au niveau national et au niveau européen. Sur toutes ces questions-là, on a toujours pu compter sur elle pour voilà, venir nous épauler. Oui, il y Euh, a eu notamment l'affaire du glyphosate ou du renouvellement du glyphosate ah oui, oui, qui a été une saga, en tout cas oui, ça a été celle de chaud. Hein. 2017, ouais. Hmm. Oui, 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 ça a été extrêmement chaud parce que là, euh, renouvellement du glyphosate, alors qu'on sait que voilà, il y a un classement possiblement cancérogène pour l'homme pour le glyphosate. Et donc là, il y a une bataille homérique qui continue en fait toujours, puisque il y a des actions juridiques en cours encore contre des formulations de glyphosate, même contre la substance active au niveau européen également. Il y a des demandes de réexamen interne auxquelles on participe qui sont toujours en cours. Et donc, c'est une bataille effectivement homérique dans laquelle elle a pris toute sa part. Et on voit très bien que la difficulté à sortir de cette histoire. L'histoire des pesticides, elle est systémique parce qu'on a telle ou telle molécule qui vient être sur le devant de la scène à un moment donné, mais derrière, en fait, c'est le système d'homologation qui est remis en cause périodiquement, et ça, Michel l'avait bien compris. Parce qu'il y a des biais à plusieurs niveaux. Il y a des choses qui structurellement manquent. Par exemple, la non prise en compte de l'effet des mélanges des pesticides. Ce qu'on appelle Euh, l'effet cocktail, hein, c'est bien cela. il y a une évaluation de la matière active qui est bon, incomplète, mais qui existe. Par contre, le produit tel qu'il est utilisé, il n'est jamais étudié pour ses effets chroniques, c'est-à-dire sur le long terme. Il n'y a pas d'études sur les rats sur 2 ans pour les produits commercialisés, ce qui est une aberration. C'est une des faiblesses majeures de l'évaluation des pesticides. Il y en a bien d'autres, hein, on les liste nous régulièrement. Et donc, défendre, améliorer le système, c'est une chose absolument, absolument essentielle. Et malheureusement, aujourd'hui, Michel nous a quittés, mais ce à quoi on assiste, c'est plutôt à une attaque sur ce système qui est déjà, qui devrait être perfectionné pour essayer de le démonter. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on voit vraiment une différence de positionnement de la commission von der Leyen 1 à la commission von der Leyen 2, où on avait pendant son premier mandat la volonté d'instaurer le Green Deal, c'est-à-dire voilà, le pacte vert, donc de renforcer tout ce qui était exigences réglementaires sur les pesticides, etc., de fixer des objectifs chiffrés de réduction et tout ça, ça commençait à vraiment avancer dans le bon sens. Et puis là, après le résultat quand même très inquiétant aux dernières élections européennes, eh bien, la Commission von der Leyen 2, en fait, elle a pris un angle, elle a fait un virage de 180 degrés pour finalement simplifier sur fond de simplification, ça veut dire démonter, désarmer, notamment, mais pas que, mais parce qu'il y a plein de tentatives de démobilisation des réglementations, d'affaiblissement des réglementations par différents omnibus, ça s'appelle comme ça, qui sont des trains de mesures qui touchent de multiples législations en même temps pour essayer de les affaiblir, ces législations,
pour instaurer, au nom de la simplification, mais la simplification pour qui? On le sait. Pour les pollueurs ou pour les lobbies, ouais. Voilà, l'omnibus qui vise la simplification sur les pesticides, il vise finalement à pouvoir autoriser les industriels à laisser tout un tas de substances sur le marché sans les réévaluer périodiquement pour leur faire gagner des centaines de millions par an, parce qu'ils n'auront plus besoin de bâtir des dossiers qui coûtent cher pour faire réévaluer, réhomologuer ces pesticides-là. Donc on est Donc, vraiment dans une période où on aurait bien besoin aujourd'hui d'ailleurs de Michel à nos côtés pour mener cette bataille, mais bon, on l'a Donc vraiment. ça c'est la réglementation omnibus, hein, c'est le bras de fer actuel à l'échelle européenne, la réglementation omnibus et en particulier omnibus à pesticides où les quelques avancées qui avaient pu être obtenues ou les quelques balises et points de repère qui permettaient de commencer à documenter les choses convenablement, eh bien on détricote tout ça, hein, c'est bien ça. C'est complètement ça. Enfin, c'est un choix assez cynique qui est fait par la Commission. Aujourd'hui, le système en fait d'évaluation et d'homologation des pesticides au niveau européen, alors il est insuffisamment performant d'après nous, hein, mais surtout il est un peu embolisé et il y a, les dossiers prennent du retard, 2, 3, 4, 5 ans, jusqu'à 10 ou 12 ans de retard pour certaines substances, ce qui est intolérable parce qu'elles restent sur le marché comme ça pendant ce temps-là. Et pour résoudre ce problème, il y a deux solutions. La première, on embauche, je sais pas, 50 à 100 experts pour l'Europe. C'est un chiffre qui nous est donné par l'EFSA. Ça permettrait de désengorger le système et continuer à réhomologuer, réévaluer, réhomologuer régulièrement toutes les substances de pesticides qui sont sur le marché. C'est nous la solution qu'on demande. La Commission européenne aujourd'hui dit non, c'est trop cher. Et donc, on va trouver le deuxième moyen pour désengorger le système, c'est qu'on arrête de réévaluer régulièrement tous les pesticides. Et on va continuer avec certains, mais la majorité d'entre eux, on ne les réévaluera pas. Ce qui fait qu'on va maintenir sur le marché pendant encore peut-être des décennies des substances qui seront autorisées, mais sur la base d'études de plus en plus anciennes, 20 ans, 30 ans, 40 ans et au-delà. Et ce qui veut dire que c'est aussi un déni de science, puisque la science évolue sans arrêt. Et donc, aujourd'hui, on a un système dans lequel normalement, on prend en compte les dernières études universitaires publiées. Elles sont mal prises en compte, mais elles sont au moins prises en compte d'une certaine manière. Demain, eh ben, il y aura plus de réévaluation systématique et pour des centaines de pesticides, ben, ils resteront sur le marché sur la base et sur la foi d'études obsolètes. C'est ça qui est purement scandaleux parce que nous, on est les défenseurs de la science parce que la science a un rôle central à jouer dans cette évaluation des pesticides et que pour défendre la santé et l'environnement en Europe, on a besoin de la meilleure science disponible, la science la plus récente et pas d'études totalement ringardes parce qu'elles datent de 2 générations avant nous, quoi. C'est pas sérieux. Oui, c'est le contraire des générations futures. Et donc, on a un peu parlé des PFAS, également sur les pesticides. Je crois que dans les actualités là de cette rentrée 2026, de janvier 2026, il y a tout un projet de mise à disposition des données ouvertes qui permet comme ça à tout un chacun de pouvoir vérifier un peu l'état des connaissances ou en tout cas ce que l'on sait en mettant ensemble les données du niveau de pollution chronique d'un cours d'eau, de l'environnement. C'est ça, lié à des communes, lié à l'échelle de la commune en fait. Hein, c'est bien ça. Alors nous, on a fait depuis 2 ans un gros effort de mise à disposition de données publiques vérifiées auprès du grand public, justement, parce que il existe des bases de données intéressantes sur les achats de pesticides en France, sur l'état de la pollution des cours d'eau ou de l'eau du robinet. Le problème, c'est que c'est un truc pour les spécialistes. Monsieur, Madame Durand ou Dupont va pas avoir ni le temps ni la connaissance suffisante pour aller fouiller dans ces bases de données qui sont parfois monstrueusement grosses. Donc, on a par toute une série de sites internet avec des cartes permis d'aller visualiser en 3 clics quel type de pesticide est vendu dans mon département, quelle est l'évolution dans mon code postal, on va jusqu'à la résolution sur le territoire en code postal de tel ou tel pesticide, quelle est l'évolution des ventes sur quelques années, voilà, et de pouvoir trier comme ça et rendre très visible et très facilement accessible ce type de données. De la même façon, sur l'eau du robinet, on a fait un site qui s'appelle Dans mon eau, toutattaché.fr, qui permet d'aller voir pour tous les réseaux de distribution d'eau en France, absolument tous, les dernières études, mais on peut remonter aussi quelques années, les dernières analyses, pardon, on peut remonter quelques années en arrière pour des polluants comme les pesticides, les métabolites de pesticides, les nitrates, les PFAS, les métaux lourds et quelques autres polluants, pour que les gens aient vraiment accès. Donc ça vient à ces données de bases de données pardon, publiques, énormes, gigantesques, mais là, en 3 clics, vous pouvez aller voir ce qu'il y a au robinet chez vous et vous faire une idée également de l'évolution dans le temps
et puis savoir si comparer les teneurs de tel ou tel polluant aux normes en vigueur pour savoir s'il y a un problème ou s'il n'y a pas de problème. Donc on peut le traiter en manière extrêmement locale. On peut utiliser aussi ce site pour avoir une vision globale, pour en choisissant pour un critère d'avoir une vision globale au niveau national pour voir comment sont répartis, par exemple, les pollutions par les perchlorates qui viennent des explosifs de la guerre de 14. Mais ça, on en trouve encore des traces aujourd'hui partout. Les analyses ne sont pas faites partout, mais là où elles sont faites, on a les données. Et puis pour les PFAS, dont les analyses maintenant dans l'eau du robinet sont obligatoires depuis le 1er janvier 2026, dans quelques semaines, on va bientôt pouvoir couvrir l'ensemble du territoire va être couvert par des résultats d'analyse. Donc ça permet de donner accès facilement à la population à ces données-là, très facilement, d'imprimer des cartes et d'aller après interroger son maire, le responsable de son député, etc., en disant, mais nous, on a un problème sur l'eau, là, ça fait 3 ans que ça dure, qu'est-ce qui est mis en œuvre, ça s'améliore pas, au contraire, ça s'aggrave. Et donc l'idée, c'est d'armer les gens, de leur donner la capacité facilement d'avoir accès aux données pour pouvoir agir après localement. Il y a aussi des actions en justice que mène Génération Future, hein, je crois. Oui, 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 il y en a beaucoup. On a une trentaine au moins de dossiers en cours. D'ailleurs, je crois qu'il y a peut-être même 40. Je peux les connaître tous parce que, pas se mentir, aujourd'hui, politiquement, au niveau national, même au niveau européen, les responsables élus sont malheureusement pas très écolos, on va dire, dans un euphémisme important. On a des mal à avoir de nouvelles victoires, même si on en a eu récemment. On l'a vu avec une nouvelle loi sur les PFAS votée grâce au député écologiste Nicolas Thierry, hein, l'année dernière. Donc on peut avoir des avancées, y compris maintenant. Mais les vents sont un peu contraires quand même politiquement. J'espère que le vent va tourner dans le bon sens bientôt. Mais donc juridiquement, c'est extrêmement intéressant d'agir. On a pu, par exemple, faire interdire un certain nombre de produits pesticides tueurs d'abeilles dans les années passées, ou de formulations à base de glyphosate en France. On a des recours en cours contre des substances actives au niveau européen. On gagne des procès aussi contre des trafiquants de pesticides. On a eu encore une victoire juridique il y a quelques jours à Marseille contre des gens qui trafiquaient et qui importaient et diffusaient en France des produits interdits. Donc tout ça, ça permet d'aboutir à des victoires, pas à tous les coups, mais quand même relativement souvent. Et ça peut aussi faire avancer les législations parce que vous obtenez des jurisprudences qui peuvent être extrêmement intéressantes. Et en tout cas, ça renforce l'application des lois parce que si il y a des lois et que personne ne surveille si elles sont bien appliquées, que personne ne porte plainte quand elles ne le sont pas, bah, finalement, au bout d'un moment, personne ne respecte plus rien et les avancées législatives qu'on a obtenues, bah, elles sont pas, finalement, elles ne vivent pas. Donc, ça fait partie aussi des activités de Génération Future, d'aller bah, porter les affaires en justice quand il le faut, pour demander réparation, faire condamner des gens qui ne respectent pas la loi. Et il y a beaucoup d'activités en ce moment chez nous dans ce domaine, parce qu'il y a beaucoup à faire, tout simplement. Oui, c'était d'ailleurs un des principes d'action de Michel Rivasi, hein, c'était le fait que le pouvoir, ça s'investit, ça s'occupe, parce que si on ne l'investit pas, au sens si on ne l'occupe pas, si on ne l'incarne pas, si on ne le brandit pas, eh bien en fait, il pourra tout à fait être un jour retiré, il pourra tout à fait être un jour supprimé, et bah là, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer, puisque comme personne s'était servi, par exemple, d'une sanction par rapport à des choses qui se déroulaient de façon illégale. Bon, ben, ça veut dire qu'en fait, c'est pas la peine que ça soit illégal et puis les choses, effectivement, se délitent un peu ainsi. Dernière question, François, comment vous soutenir et comment augmenter l'impact de l'action de Génération Future? Alors, pour les gens qui voudraient nous soutenir, déjà, merci de vouloir le faire. Après, il y a des choses très simples à faire. Alors, nous, on a un site internet qu'on fait vivre quand même beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'informations qui passent sur notre site. On essaie de digérer des sujets qui peuvent être parfois un petit peu compliqués pour rendre compréhensibles facilement donc diffusables des informations. Donc, vous pouvez diffuser autour de vous des informations pour permettre à d'autres de prendre conscience des problématiques telles qu'elles sont. C'est une de nos premières missions, informer. Et vous pouvez être nos relais d'information en diffusant dans vos propres réseaux. Ce sont des choses assez simples. Après, vous pouvez aussi agir avec nous quand on fait des campagnes d'analyse de légumes dans des jardins pour montrer qu'ils sont pollués par tel ou tel désherbant utilisé en agriculture chimiquement intensive, quand on fait des analyses d'eau, etc., quand on fait des manifestations dans certains endroits, voilà, quand on fait des appels à signature de pétition, bah, vous pouvez
vous pouvez nous rejoindre parce que toutes les actions sont utiles. Et quand vous avez 1 million de signatures à une pétition, ben c'est 1 million de fois une personne qui a signé. Donc chaque signature a la même valeur. Et ça, c'est extrêmement important. Vous pouvez aussi nous rejoindre en adhérant ou en faisant un don à l'association, parce qu'on a une équipe maintenant de 8 ou 9 salariés, des gens qualifiés. On a une Bah, il y a- toxicologue, une chimiste, voilà, un spécialiste du droit, etc., des spécialistes de la mobilisation. C'est important d'avoir des gens qui sont les spécialistes, parce que la matière qu'on traite est un peu complexe. Ça nous permet de faire ce travail à la fois de militant, mais aussi qui est aussi technique et scientifique au jour le jour. Ben, on met cette technicité, cette scientificité, cette connaissance scientifique au profit, au service de l'action. Donc tous les dons et soutiens sont des dons et soutiens qui viennent étayer cette puissance-là, et vous étayez aussi en nous aidant au niveau juridique, parce que quand on fait des actions juridiques, ça a des coûts, les avocats ne sont pas gratuits, ils travaillent, ils se font payer, c'est normal. Et donc on a besoin de ces soutiens qui nous donnent une indépendance. Nos revenus sont très très peu des revenus publics. On a peut-être 5 à 10% de financement par subvention publique, donc très peu. Et on est content comme ça parce qu'on veut être indépendant du pouvoir politique. On a des acteurs économiques qui nous aident, donc des fondations qui soutiennent nos projets. Nous, on fonctionne toujours comme ça. On dit voilà, nous on veut faire ça. Si vous voulez nous soutenir, soutenez-nous. Et des acteurs économiques vont nous soutenir, surtout des gens qui sont dans l'agriculture durable, l'agriculture bio. Et on a une majorité maintenant de nos financements qui viennent d'individuels, d'individus qui nous financent, par leurs adhésions, par leurs dons. Et ça nous donne non seulement une grande force, la force du nombre, on a plus de 5000 adhérents, mais aussi la force de l'indépendance financière. Puisque quand on a besoin de faire une expertise sur ceci, cela pour contrer un projet qui est un projet néfaste pour l'environnement et la santé, ben on a la capacité d'aller prendre le temps qu'il faut avec une personne qualifiée pour faire une expertise d'un dossier voilà, réglementaire sur les pesticides. C'est des milliers de pages à lire, il faut quelqu'un qui sache bien les lire. Et donc voilà, tous ces soutiens nous donnent cette indépendance, cette réactivité et voilà, cette force de réaction, je dirais. ouais. Donc, et surtout, je voudrais que les gens soient convaincus que il ne faut jamais lâcher, il ne faut jamais rien lâcher. C'est peut-être aussi quelque chose que j'ai appris avec Michel Rivasi, que le combat doit être mené. En ce moment, c'est une période, c'est difficile. C'est justement là où on a besoin de combattants. C'est pas quand tout va tout seul et qu'on a le vent dans le dos, là, ça roule, ça roule. Mais en ce moment, on a plutôt le vent de face. On le voit même au niveau international, avec les gesticulations de Donald Trump, qui n'en a rien à faire de l'environnement, pour lequel c'est le pétrole, etc., qui compte. Et voilà, les énergies renouvelables ne comptent pas. Et on voit les réactions, les positionnements très hostiles à l'environnement aussi au niveau européen et national. Ça ne durera qu'un temps, on aura des temps meilleurs, mais ces temps meilleurs viendront parce que la population se sera exprimée et manifestée sur ces sujets-là, aux côtés des ONG comme Génération Future. Et voilà, c'est en ce moment qu'on a besoin de personnes qui croient qu'un avenir meilleur est possible pour les générations futures, justement. Donc, bienvenue à nos côtés. On a besoin de toutes les bonnes volontés, de toutes les capacités d'action, de toutes les convictions. Et effectivement, ensemble, on espère pouvoir gagner, comme l'a dit dans l'intitulé C'est de son ça. programme, Charles Maxence. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. C'est la conviction et la mobilisation ensemble qui nous permettent de gagner. On a eu par le passé beaucoup de victoires. On en a encore aujourd'hui, je vous dis, en justice. On en a eu de manière réglementaire. Et on a fait interdire plusieurs pesticides dans le pays. On a obtenu finalement la surveillance des PFAS dans les eaux. On a obtenu une fiscalité sur les rejets de PFAS dans l'environnement. Donc même dans ces temps difficiles, on peut encore gagner des choses. Et vous savez, malheureusement, la réalité rattrape toujours les démagogues qui veulent nier l'importance de l'environnement. Et c'est voilà, le problème, c'est que souvent ça repousse l'action publique un peu tardivement, mais la réalité du réchauffement climatique et la réalité de la pollution des écosystèmes, la réalité de la pollution des organismes et des gens et de l'impact sur la santé, elle est là. Aujourd'hui, elle se manifeste dans la réalité. Et donc, les dirigeants, à un moment donné, sont obligés de voir la réalité en face. Mais ils la verront d'autant plus vite qu'on sera nombreux à leur mettre sous les yeux. Parce que croyez-moi, plus on est nombreux à brandir des arguments solides, et bien plus on a de chances d'être
écouter. Et puis, il y a aussi des élus qui nous écoutent aujourd'hui beaucoup. Il n'y a pas que des mauvais, il y en a heureusement beaucoup de bons, pas assez bien sûr, mais il suffit parfois de bouger quelques pourcents d'une élection à l'autre pour que les choses basculent. Ça ne se joue pas à grand-chose. La fatalité, c'est pas l'obscurantisme, le renoncement à un environnement sain et le Front National, Rassemblement National, pardon. Et il y a plein de gens éclairés dans ce pays et il ne faut pas donc acheter la perspective d'un futur politique tout fait qui ne serait que renie de science et d'avenir. Ça, j'y crois pas. Et je crois beaucoup justement à l'investissement de toutes et tous pour militer pour un autre avenir pour les générations futures, justement. Merci beaucoup François Veillerette pour ces explications et ce panorama et pour donc cet entretien avec Ensemble nous gagnerons. À bientôt François et bonne victoire pour la suite. À bientôt, Charles Maxence. Merci.